soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM, on est évidemment en direct. Et aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale, très spéciale, dédiée à l'histoire. Et quelle histoire! Du Centrafrique à l'île Rousse, rétro sur l'incroyable histoire du petit-fils de l'empereur Bokassa, premier Jean-Barthélemy. Il est en plateau avec nous et c'est Olivier Biancogne qui nous fera découvrir cette histoire insolite. Bonjour messieurs. Bonjour. Davia, vous avez réservé un blind test sur la vie privée de Napoléon Bonaparte. Vous allez tester les connaissances de nos invités. Tout à fait, l'intimité de Napoléon. Voilà, on en Très croustillant. Hyper croustillant, Célia. Faustine, elle sera en direct des répétitions du spectacle Revue Cabaret. C'est un spectacle qui est proposé par la compagnie L'Entrée des Artistes. Enfin, à 13h, Marine sur les traces de Napoléon. Vous nous parlerez des différents lieux à travers le monde où l'on peut découvrir son histoire. Petit clin d'œil donc à la passion de notre invité Jean-Barthélemy. À 13h, les secrets de famille des Bokassa, ça continue. Puis nous aurons Marine et Mika qui vont nous accompagner tout au long de l'émission pour une dégustation. Voilà pour le sommaire. On peut démarrer notre première partie d'INSEM. Bonjour à tous et bienvenue. Avant de se mettre à table, passons à l'entrée. J'arrive, les amis. Voilà. Pendant que Mika Badri qui continue, puisqu'il nous prépare un plat. Bonjour à tous. Bonjour. J'arrive avec l'entrée. Donc croustillante. cette entrée. Ceviche de Rascasse. Olivier, toi qui es gourmand et qui t'y connais, tu vas adorer ça. Extraordinaire. Monsieur, pour vous aussi. Donc, désolé les filles. C'est pas grave. C'est pour les invités. Honneur aux invités, bien évidemment. Voilà. Merci. Ceviche de Rascasse avec une émulsion où il y a un peu de tout. Il y a des couleurs. Alors Vous me messieurs, direz. Marina, on revient vers vous, puisque Bien vous êtes sûr. en train de travailler autre chose avec Mika. À tout de On suite. est passé sur la viande. Le plat arrive. Très bien, on compte sur vous. Messieurs, vous pouvez déguster. Pendant ce temps-là, on va faire les présentations. À côté de moi, Olivier Biancogne, écrivain historien. Vous avez l'habitude d'intervenir sur le plateau d'INSEM pour des émissions qui sont dédiées à l'histoire. Et l'histoire que vous avez choisie aujourd'hui est pour le moins insolite, celle de la dynastie des Bokassa. Alors, retour sur un périple des palais de Centrafrique jusqu'au petit village de l'île Rousse. Il va falloir nous expliquer comment tout ça s'est passé. Et pour témoigner, Jean-Barthélemy Bokassa, vous êtes donc le premier petit-fils de l'empereur déchu. Alors, vous avez collaboré tous les deux à l'écriture d'un dossier qui retrace les 3 années d'exil de votre famille, qui a trouvé donc refuge en Corse. Vous venez d'ailleurs de rééditer un livre sur la saga Bokassa qui est aux éditions Brochet et dans lequel vous revenez sur cette incroyable histoire. C'est une histoire qui paraît complètement ubuesque, vraiment dans tous les détails et pourtant vous nous assurez que tout est vrai. J'aimerais qu'on commence par une rétrospective sur les présidents du Centrafrique. Donc vous avez souhaité commencer par l'ère des présidents Bokassa. Et oui, parce que c'est une saga, comme Jean-Barthélemy l'indique dans son ouvrage. Ah oui, vraiment. C'est une saga et souvent on se résume à Jean-Bedel Bokassa, président à vie, empereur. Mais avant lui, et toujours dans la même famille, ce sont des cousins, il y a eu quand même 2 personnages importants donc en Centrafrique. Alors il faut imaginer d'abord que c'est un pays évidemment qui se trouve, comme son nom l'indique, en plein cœur de l'Afrique, qui est un pays tropical, avec des ressources naturelles qui sont assez exceptionnelles, qui a connu l'esclavage, surtout le fait des musulmans, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, et qui ensuite va devenir une colonie française au début du XXe siècle, avec beaucoup de complications pour les populations sur place, qui vont globalement être exploitées. Les ressources sont importantes, on va le découvrir, et il va y avoir dans la famille, justement, un parent donc de Jean-Barthélemy, qui est un personnage fondamental. C'est un érudit, c'est un prêtre au départ, qui va devenir politicien et qui va conduire justement sa région, je dirais, vers l'indépendance, la levée des protectorats français, et qui va devenir donc un État à partir de 1960, la République de Centrafrique. Cet homme, il s'appelle Barthélemy Boganda. Voilà, c'est un personnage important. Ça serait un peu... C'est mon oncle, surtout. Voilà, si on faisait une comparaison, un peu le Pasquale Paoli, finalement, de Centrafrique. Tout à fait, j'ai des comparaisons. C'est un C'est d'ailleurs personnage... pour ça votre prénom. Exactement. Barthélemy comme Barthélemy Boganda, Jean-Barthélemy. D'accord. Et Jean comme Jean Bedel. Exactement. Exactement. Alors du coup, voilà, ce premier personnage, il est fondateur. Et d'ailleurs, les autres vont s'inscrire dans sa suite, clairement. Alors il va mourir malheureusement. Il va mourir quelque temps avant la fondation même de l'indépendance, à l'occasion d'un accident d'avion, qui est probablement un attentat. Aujourd'hui, on le pense. Et c'est son cousin,
Alors les cousins vont se présenter comme neveux, histoire d'être un peu héritiers en quelque sorte du premier. Donc c'est un hommage qui est rendu, et une filiation politique. Il s'appelle David Dacko et il va être premier président de cette nouvelle République justement pendant 6 ans. Il reviendra aux affaires quelques temps plus tard et c'est le cousin de Jean Bedel Bokassa. Donc d'abord un chef d'État, je veux dire en tout cas un fondateur, ensuite un président de la République, et puis ce président de la République, eh bien, il va avoir besoin d'un certain Jean Bedel Bokassa, qui est son cousin, qui officie dans l'armée française de longue date déjà, qui est capitaine, et qui va en effet accéder au pouvoir, on va voir dans quelques circonstances. Alors on voit des photos justement de cette jeunesse de Jean Bedel, il était dans l'armée française. Très tôt, il va participer à la Première Guerre mondiale, d'abord, la Seconde Guerre mondiale, pardon. La guerre d'Indochine. On va le retrouver en Indochine. En Indochine, c'est là qu'il va rencontrer d'ailleurs ma grand-mère. Ta grand-mère. En 1950. Et on va le retrouver également, donc ensuite en Algérie. Il va accéder au grade de capitaine. Et c'est à partir de ce moment-là, donc, qu'il quitte l'armée française, on va dire, pour se détacher vers la République de Centrafrique, chez son cousin David Dacko, qui a besoin de réorganiser l'armée, justement, du pays, et qui va lui confier bientôt l'état-major, justement, de celui-ci. À partir de ce moment-là, les rapports entre les deux hommes vont se durcir, et bientôt, le coup d'État, justement, de Jean Bedel Bokassa s'opère. C'est un 31 décembre, la nuit de la Saint-Sylvestre, et on renverse en effet le cousin qui était discuté un petit peu dans le pays, notamment il y avait des histoires de corruption, il y avait une politique d'austérité qui ne convenait pas à tout le monde, et surtout Jean Bedel a l'avantage d'avoir l'armée avec lui. Et donc du coup il va en profiter, il va renverser son cousin, il va s'établir au pouvoir. L'État s'est fait très calmement. Calmement, sans effusion de sang. Donc je tiens on va voir d'ailleurs, c'est vrai, on va voir d'ailleurs dans la suite que ce fameux cousin va entrer au service du président de la République et même de l'empereur quelques temps plus tard. D'accord. Donc ça c'est la première. Là c'est pour poser les bases sur l'ère du président Bokassa. Donc 3 personnages en effet qui se succèdent à la tête finalement de cette région. Alors il y a énormément de détails. Jean Bedel Bokassa, le militaire, le président, l'empereur, le dictateur. Une dictature et des rapports avec la France, des rapports amicaux. Comment on va expliquer cette amitié entre la Centrafrique et la France? Jean-Barthélemy, tu veux répondre? Elle s'explique parce que c'était pas une dictature auquel on entend, c'est-à-dire après le coup d'État, comme c'est le président Giscard d'Estaing qui a créé le coup d'État en 1979. Donc il n'y avait que 3 chaînes, rappelons-le, il n'y avait pas l'Internet. Donc c'était un peu facile de lancer beaucoup de désinformation. Donc quand on va chasser... Alors avant justement le désamour entre la France et Bokassa, tout va bien. Donc tout va bien. Donc ça veut dire qu'est-ce que c'est une réelle dictature? Parce que tout va bien. Donc c'était une dictature comme à l'époque des rois français. C'est-à-dire que si un citoyen français allait sur la place publique à l'époque des rois, de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, et disait ce qu'il pensait tout contre le roi, il finissait au cachot, tout simplement. On le guillotinait. Sauf que mon grand-père, on le guillotinait pas. Et donc en fait, ça se passait un peu comme ça. Comme au Maroc aujourd'hui aussi. Si on va sur la place publique au Maroc et on dit quelque chose contre le roi, on finit au cachot. D'accord. Alors, le personnage Jean Bedel Bokassa, c'est quand même un dictateur extravagant qui rêve de devenir empereur. Il le deviendra à l'occasion d'un sacre au faste indécent, il faut bien le dire. Un sacre qui est inspiré de celui de Napoléon et il est financé par la France, justement, toujours, parce que tout va bien. Donc, ça paraît incroyable, et justement... Est-ce qu'il y a une vraie extravagance? Parce que Napoléon, quand il a fait son sacre, la France mourait de faim. Il y avait la famine en France, c'est une réalité. Et ce qui est intéressant de constater, mon grand-père a fini capitaine de l'armée française, il a fait toutes ses années dans l'armée française, et il a voulu apporter autre chose à son pays, l'Empire. L'Empire, pour réunir toutes les ethnies. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'un Africain propose l'Empire, on dit qu'il est extravagant. Un Français, un Corse admirable, propose l'Empire, on ne dit pas qu'il est extravagant.
Donc c'est assez intéressant de constater ça, en fait. Vous trouvez que Napoléon, c'est pas extravagant Mais personne ne trouve que c'est extravagant quand c'est Napoléon. Pourtant, le sacre quand même, était flamboyant. Quand même, on le trouve un peu extravagant, Napoléon, quand même s'il était ajaxien. Vous êtes la seule à le dire. On dit beaucoup plus que Bokassa est extravagant que Napoléon. C'est ça que je veux dire. Alors en tout cas, c'est un sacre vraiment avec un faste incroyable. On a d'ailleurs des images d'archives, et je vous propose qu'on regarde à quoi ça ressemblait à l'époque. Un trône en bronze massif pesant plus de 2 tonnes, sans un coup de canon, une débauche d'or et de pourpre, rien ne manquait à l'événement historique, le sacre ce matin à Bangui de Jean Bédel Bokassa. Il est devenu président à vie et empereur de la République centrafricaine. 173 ans après Napoléon Bonaparte, l'empereur Bokassa Ier, portant couronne, sceptre, épée et manteau de pourpre, a officiellement prêté serment. Un 4 décembre 1977, dont on se rappellera à Bangui, il aura coûté 100 millions de francs, le 5e du budget annuel de l'Empire centrafricain. C'est juste une anecdote sur... Vous voulez raconter une anecdote donc. Oui. Alors moi j'en ai une anecdote, Jean-Barthélemy, vous avez assisté au sacre. Tout à fait, j'avais Vous 3 y ans. étiez. Vous étiez donc tout petit, vous avez quand même des souvenirs? Quelques flashs, en fait, oui, quelques souvenirs. Parce que c'est la première fois que je voyais des chevaux, par exemple. Et donc tout ça, c'est envoyé par la France? Tout à fait. Tout ce qui va servir... L'intégralité du sacre. L'intégralité du sacre est payée Soutenu par la France. Et il faut dire que les plus grands artisans français, les chefs étoilés de l'époque, les maîtres d'œuvre qui confectionnaient les plus belles porcelaines de l'époque, ont fait les porcelaines du sacre. Donc c'était une belle association, si je puis dire. D'accord. Olivier, vous aviez envie de faire une petite rétrospective vraiment sur j'allais dire le contexte historique. Moi, une toute petite parenthèse avant de passer à ça. Marina, vous en êtes toute votre recette? Voir un enchaînement, car Napoléon adorait le veau et le filet de veau. Et nous sommes en train de préparer, Olivier, vous n'allez pas me contredire, nous sommes en train de préparer le plat, donc il s'agit d'un filet de veau qui a été fumé, n'est-ce pas, chef? Fumé au foin. Au foin. On a continué et là, l'étape suivante, les carottes. Alors, on a pris donc les carottes fines qui se trouvent ici, on en a fait une purée. D'accord. Toute simple, on l'a cuit dans l'eau, ensuite on l'a mis dans un blender avec un petit peu de crème, un assaisonnement, sel, poivre, un petit peu de gingembre aussi. Parfait. Et ensuite on a fait donc les carottes fines qu'on a cuit, pareil, toujours à l'anglaise. D'accord. Cette fois-ci, on les a pas trempées dans des... Glacées. Voilà, on les a pas glacées. Ok. Et là, on est en train de les rôtir doucement dans un beurre clarifié. D'accord. Beurre clarifié, on enlève le petit lait pour éviter que ça brûle. Et donc, gentiment, ça cuit. Notre rôti... Ah oui, il est là. Ne Il vous est au inquiétez four. pas. Quelle température, rappelez-moi? 200 degrés pendant 16 à 18 minutes. 16 à 18 minutes, donc on va pouvoir déguster avant la fin de l'émission, sinon en première partie de Prima 2. Et puis on a un petit jus là qui mijote. Alors avec les chus, tout ça, on a fait un petit jus, garniture aromatique, on a déglacé les morceaux de veau. Oui, on au ne jette cognac. rien. On ne jette rien, on a déglacé au cognac et cognac. ensuite on a fait un petit jus qui réduit tout doucement. Et les langoustines. Ah, Alors, c'est ça le terre-mer. Donc Voilà. il y a aussi une réduction. on a fait une bisque, une bisque de langoustine. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, il y a de la tomate, il y a de l'oignon. Donc on a fait pareil une garniture aromatique. On a fait revenir donc les langoustines. Parfait. On a ensuite flambé au cognac. On a singé, on a mis un petit peu de farine. D'accord. Et ensuite, on a- C'est ça, Saint-Gé, hein. Voilà. On rappelle le vocabulaire à nos téléspectateurs. Un petit peu de concentré de tomate, D'accord. de l'eau, et on l'a laissé réduire. Je vais goûter cette Vous pouvez. bisque. Hein. Ça va être... Ah, c'est parfait. C'est corsé, j'adore. Oui, légèrement relevé. Donc vous allez pouvoir déguster, les amis. Dans pas très longtemps, oui. Dans pas très Bonjour. longtemps, et j'aimerais Bien, quand même merci. que tout à l'heure ils goûtent un petit peu l'entrée, hein, les invités, si Je possible. pense qu'on va pas devoir trop insister parce que On c'est va quand faire même une petite extrêmement serviette. appétissant. Appétissant. Ouais, bon, on va essayer de pas se tâcher. Allez, Olivier, vous vouliez revenir justement sur la politique générale de l'ère Bokassa. Oui, parce qu'on a tendance à réduire souvent justement Ce sacre qui a marqué quand Voilà, même les l'épisode mémoires. Bokassa juste au sacre, essentiellement, donc avec toutes les caricatures possibles et imaginables autour. Mais Bokassa, c'est pas que ça. Donc on a vu qu'il y a un parcours militaire qui est intéressant dans l'armée française. Ensuite, il intègre donc la République de Centrafrique, il sert son cousin, il le renverse. Et après ça, il y a des dates qui sont clés. La prise de pouvoir, donc c'est 1965. Et à partir de cela, c'est un président réformateur. Donc il va y avoir des réformes considérables qui vont être mises en œuvre dans un pays. Alors en effet, c'est un régime dur. On en a parlé un petit peu. C'est une dictature.
Voilà, c'est une dictature, mais c'est un régime. Mais bien plus que sous les rois de France. Voilà, c'est un contexte. Quand même. C'est un contexte que l'on retrouve un peu partout, je dirais en Afrique à la même époque. Mais c'est aussi, en effet, un progressiste dans la mesure où il va essayer de faire avancer son pays vers la modernité, faire accéder il a pris une femme comme Premier ministre. Voilà. Alors ça, c'est en 1975. Exactement. 1975, une femme Premier ministre. Autour de ça, il y a eu des réformes agraires qui ont été importantes pour nourrir justement la population. Il y a eu des enfants qui ont été scolarisés, qui ne l'étaient pas jusqu'alors. On va construire des hôtels et ouvrir le pays au tourisme, la construction d'un palais des sports. Il va y avoir vraiment tout un tas d'infrastructures routières, autoroutières qui vont être... C'est l'économie. Exactement. Et ça, c'est à mettre quand même au bénéfice du régime, bien entendu, et puis une certaine stabilité politique, malgré tout. Hein. Alors, certes ferme, mais une certaine stabilité qui va permettre donc de poursuivre un effort. Alors, 1972, la présidence à vie, donc là, on bascule vraiment dans une dictature, en effet, hein, dans le sens propre du terme. 75, pour autant, c'est l'accession d'une femme au poste de Premier ministre, et ça c'est tout à fait révolutionnaire, hein, en plus dans ce pays-là. 1976, les relations avec la France commencent à se compliquer, puisqu'il se rapproche de Kadhafi, notamment, et de la Libye. 1977, cette fois-ci, le 4 décembre, presque à la même date que Napoléon, quelques siècles auparavant, en effet, à 2 jours près, puisqu'en fait, initialement, c'était le 2 décembre qu'aurait dû avoir lieu le sacre. Il y a eu des problèmes techniques, c'est le 4 décembre, mais la référence, elle est là. C'est le sacre, en effet, qui fait de ce personnage le souverain, enfin, en tout cas, le chef d'État le plus connu d'Afrique, aujourd'hui encore pour revenir à sur travers le Kadhafi, monde. je tiens à rappeler que vous avez un chef d'État qui s'est rapproché de Kadhafi également à l'époque, il n'y a pas très longtemps. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. C'est important de le souligner aussi. On est d'accord. Et 1979, c'est le renversement du pouvoir, justement, par Giscard. D'accord. Alors avant de parler de ce désamour entre la France et Bokassa, vous parliez de Napoléon et justement on va faire une petite parenthèse. On va poursuivre avec vous. Dave, Jean Barthélemy, vous êtes passionné de Napoléon et Dave vous a réservé une sorte de blind test sur la vie privée de Napoléon. Là, sur sa vie privée. Voilà, Napoléon, côté intime aujourd'hui. Alors Napoléon, brève biographie, né en 1769 dans une famille de la petite noblesse corse. Napoléon souffre dans sa jeunesse de son accent à couper au couteau, de ses ambitions démesurées. Plus tard, sa passion pour Joséphine le conduira aux excès de l'amour et de la jalousie. Son utilisation des outils de répression ou le rétablissement de l'esclavage vont également ternir son bilan aux yeux du monde moderne. Erreur stratégique majeure et même une tentative de suicide marqueront la chute de son régime et de ses espoirs. Alors, Napoléon, est-ce que... on va commencer avec une question un peu psycho, je sais que vous aimez ça, Célia. Est-ce que vous savez, Jean Barth, je l'appelle Jean Barth, hein, est-ce que vous savez ce que c'est le syndrome ou le complexe de Napoléon? Son complexe. Enfin, on dit le syndrome de Napoléon, c'est quelque chose, c'est un terme qu'on reprend en psychologie lié pour désigner, voilà, lié à un complexe, notamment qui touchait Napoléon. Est-ce que vous avez une petite idée? Non. Alors, le complexe de Napoléon, c'est un terme informel, aujourd'hui décrivant un complexe d'infériorité qui affecterait certains hommes, particulièrement ceux de petite taille, mais pas toujours. Le terme est également utilisé plus généralement pour décrire les personnes qui sont poussées par un handicap perçu à surcompenser celui-ci dans d'autres aspects de leur vie. En fait, c'est sublimé. Oui, Célia est blonde, par exemple, est sublime en étant une très bonne présentatrice, par exemple. Oui, voilà, mais ça, souvent, les personnes de petite taille ont très envie de s'accaparer le pouvoir. C'est ce qu'on dit. Combien mesurait, on reste dans la taille, combien mesurait Napoléon? J'ai très peur. Je ne sais plus exactement, je n'étais pas très grand. Il faisait la même taille. Je pense qu'elle a la même taille que Nicolas Sarkozy. Ouais, exactement, j'allais le dire. La même taille que Sarkozy, la même taille que... Je le sais parce que Joséphine avait la même taille que Carnavoni. D'accord. Alors, il faisait la même taille que Sarkozy, mais également la même taille que moi. Il mesurait entre 1m68 et 1m69. C'est une fourchette, donc. Alors, contrairement aux idées reçues, c'était pas un mec petit. Napoléon, il se trouvait dans la moyenne des hommes de l'époque. Une particularité à présent physiologique concernant tout d'abord son cœur. Est-ce que vous avez une petite idée? Vous pouvez répondre, Olivier. Ah non, j'ai pas d'idée. Son cœur. Son cœur. Son cœur. Alors, l'empereur, tout simplement, ne sentait pas battre son cœur. Et d'ailleurs, son valet de chambre et son médecin personnel en firent l'épreuve plusieurs fois. Jamais ils ne sentirent aucune pulsation. Mais souvent, quand on est à ce niveau-là de pouvoir,
On ne sent plus vraiment son cœur. Ah ouais, Je ne sais pas. Pour l'instant, je sens encore mon cœur, mais peut-être que... mettre son cœur de côté, je crois, quand on arrive à ce niveau-là de pouvoir. Alors, autre particularité cette fois-ci, ça vous plaire, Célia, concernant l'organe sexuel de Napoléon Bonaparte. Alors, il était de taille inférieure à la moyenne, ce qui n'a nullement nui à la satisfaction de ses conquêtes. Paraît-il, il a eu plus de 60 maîtresses. Et il serait, d'ailleurs, Napoléon, à l'origine du dicton « grand homme, petit membre ». Messieurs, que faisait Napoléon lorsqu'un livre lui déplaisait ? Lorsqu'il n'aimait pas un bouquin, qu'est-ce qu'il faisait, selon vous? Il le jetait, forcément. Alors, il le jetait, plus particulièrement, il le jetait dans le feu. Quand il surprenait même ses gens de maison lire quelque chose qui ne lui convenait pas, par exemple, lorsque ses valets lisaient des romans, Bonaparte détestait les romans, et il les prenait tout simplement et il les foutait dans la cheminée. Sympa. Quels étaient les aliments préférés de Napoléon? Alors, il y avait le veau, comme nous l'a dit notre collègue Marina. Bravo, Marina. Est-ce que vous savez ce qu'il aime manger d'autre particulièrement? Des idées? Le porc? Le porc. Alors, je ne crois pas qu'il aimait le porc. Il mangeait assez peu. Enfin, du moins, c'était souvent sur un coin de table. Hein. C'était tout à fait ça. Il mangeait peu et vite. Les repas étaient... mangeait peu? Ouais, peu et rapidement. Grassouillat, pourtant. Apparemment, non. En fait, je vais être son métabolisme, en fait. Ses repas étaient expédiés en un quart d'heure. Au-delà de ça, il appelait ça de la corruption de pouvoir, si on passait trop de temps à table. Alors, ses nourritures préférées, il aimait le potage, le poulet, les haricots secs, les lentilles, les pâtes avec du parmesan, le tout arrosé d'une demi-bouteille de chambertin coupée d'eau. Il buvait quelquefois un peu de champagne, utilisé comme tonique. Après, à la fin des repas, il sauçait les plats et il s'essuyait les mains avec la nappe. Sympa. Comment était le sommeil de Napoléon? Est-ce que vous en avez une idée? Court. Tout à fait. Ouais. Très court. Il avait la faculté justement de dormir peu de temps et d'arriver à récupérer, ce qui nous serait avantageux, n'est-ce pas, hein? Ce matin, quand on s'est réveillé, on avait plus de mal que Napoléon, certainement, s'il avait eu la même veille. Très peu, très bien. On n'a pas appris à diriger, donc du coup, ça... Il dormait peu et surtout, il dormait sur commande. Il avait cette faculté de pouvoir s'endormir un petit peu quand il voulait. Il se couchait vers 22h, il se réveillait vers minuit pour travailler, prendre un bain chaud au milieu de la nuit et se recoucher vers 3h selon la saison. Il se levait à 6 ou à 16h du matin avec notamment une tasse de café noir et commençait sa journée en dictant son courrier. On va parler à présent de l'hygiène de Napoléon. Est-ce que, selon vous, il avait une bonne hygiène? À cette époque-là, l'hygiène, c'était un peu négligé, non? Alors, détrompez-vous, si le peuple ne se lavait pas, Napoléon, lui, était très propre. Donc, je vous le disais, il se levait à peu près à 7h du matin, il buvait sa tasse de thé. S'il était un peu trop énervé, il prenait une tasse de thé ou plutôt une infusion de fleurs d'oranger. Il brûlait un livre. Il brûlait un livre. En plus, il était très frileux. Alors, toutes les cheminées étaient toujours allumées. Il a dû brûler des bibliothèques. Des bibliothèques entières. Puis, il appelle ses gens de service pour sa toilette et être habillé. Sa toilette dure presque 2 heures chaque jour, car à l'inverse de nombre de ses contemporains, Napoléon a une hygiène irréprochable. Devant le miroir que lui tient son valet de chambre constant, il se rase lui-même. Et en campagne militaire, il emporte avec lui un nécessaire, unissant dans une petite boîte tous les ustensiles indispensables donc à sa toilette: peigne, rasoir, ciseaux et lime à ongles, brosse à dents et flocons d'eau de Cologne. Ah, manucure aussi. Manucure, donc il était quand même assez propre, Napoléon. Merci en tout cas. Il était métrosexuel. Je ne sais pas, ouais, peut-être, en avance. Hein, il était alors, je pense qu'il n'aurait pas trop aimé que vous lui disiez ça. Non, il était quand même assez... visionnaire, il anticipe. Dire à Poulido. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Dalia, pour ces secrets sur la vie de Napoléon. Allez, l'émission est bientôt terminée. En deuxième partie d'émission, INSEM se poursuivra donc sur les secrets de la dynastie Bokassa. Mais Marine est en train de s'activer en cuisine avec le chef Mika. C'est bientôt terminé. Oui. Vous nous dites si vous êtes prêts. Nous sommes prêts. Alors, on peut même déguster le veau, pas marengo, parce que Napoléon aurait adoré, n'est-ce pas? J'en doute pas. On arrive avec le croustillant, avec de la couleur, avec de la tendresse, avec un mariage terre-mère. Je pars avec la première assiette, une pincée de sel, et vous allez pouvoir déguster. Vous avez pensé au couvert, j'espère. Évidemment. Ah bon. Mika Badri, Picor Sautel, je rappelle encore une fois. Je ne sais pas si l'entrée, vous l'avez dégustée ou pas, mais là, il va falloir y aller. Alors, choisissez. En tout cas, c'est extrêmement beau. C'est beau, c'est très beau, franchement. Voilà. Mika, on vous attend. Venez avec le plat. hein. Prenez les couverts, je vous en prie.
Voilà, après la vie sexuelle de Napoléon, la dégustation. D'ailleurs, C'est ça. Pour notre reconnaître, invité, si vous voulez bien. allez, Je ne sais pas si... on peut reconnaître quelque chose de Napoléon. Merci bien. N'est-ce Oui, pas voilà. N'est-ce pas? On est vraiment dans le thème. Venez, Mika, on reste avec vous. Ah bah oui, restez On avec reste nous. avec- D'ailleurs, vous allez continuer à vous activer en On cuisine ne pour le bouge pas. dessert. Il y a le dessert. Entrée, Le plat, dessert. dessert. Qu'est-ce que vous nous avez réservé pour le dessert? Alors, vous avez des sphères noisettes avec un insert pamplemousse. Mais ça va être tout un spectacle parce qu'on a de Ça grosses explose. assiettes, on va dresser. Il va falloir... je vous mets à contribution d'ailleurs, Marina aussi. Donc, Allez, il ça reste va être 2 sympa. petites minutes avant la fin de l'émission. Moi, j'ai envie qu'on termine avant la dégustation par une petite anecdote. On s'est arrêté dans notre récit entre les rapports au beau fixe entre la France et l'Empire Bokassa. Un an après le sacre, tout va tellement bien que la Corse aussi a envie d'apporter sa contribution et un convoi de majorettes d'Ajaccio a été envoyé pour fêter les 1 an du sacre. Ça, c'est vrai. Exactement. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Et c'était sympathique de découvrir cette ambiance un peu pom-pom girl. Mais vous les avez vus? J'avais 4 ans. Et Donc, vous vous en souvenez? T'es jeune. je m'en souviens parce que c'est la première fois que je voyais des pom-pom girls. Décidément. Donc c'était un spectacle Et match fort retour. sympathique. Une caravelle est envoyée ensuite en Corse. Exactement. Alors, sur le retour, mais d'abord, premier anniversaire. Donc, en effet, hein, il y a les majorettes impériales donc, qui vont défiler à Bangui. Et il y a aussi donc une fanfare hein, avec Une 70 fanfare, musiciens d'accord. quand même. Hein. Et il y aura en effet un voyage retour hein, en Corse. Pour le carnaval. Pardon? C'était pour le carnaval. Pour le carnaval. Corse. Exactement. Une petite anecdote. Avec des remises de décoration. Enfin, il y a eu des choses extraordinaires. Ils ont le droit de manger. là. Oui, allez, c'est le Allez, pour générique, manger. vous avez le droit Allez. de manger. On veut le verdict. Prenez des forces parce qu'on Olivier, va si encore on y va, plein on y va. de On y va. révélations. On y va. Oui, bien sûr. Et puis on termine sur une bonne note concernant Napoléon. Davia, vous étiez très dur. Tout le réseau routier de la Côte d'Almat, y compris Zadar Split, on lui doit ça. Et Ah bah voilà, merci oui. Marina. Mais en Merci. 1804. En Napoléon III 1804. est plus que Napoléon Ier. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Olivier valide. Excellent. Jean-Barthélemy. Très Ça a bonne l'air très cuisson. bon, mais Bravo c'est- chef. Bravo chef. On continue. Hein. Allez, on part. On va bosser. Olivier Allez. Valliande. Merci beaucoup, à tout de suite.